Bismillah. La place du marché aux puces de Pike Street bourdonnait d'une intense activité. À quelques semaines de Noël, les habitants de Seattle s'y pressaient à la recherche du cadeau idéal qui devait se nicher dans un de ces innombrables stands. Le tout sous un ciel blanc et glacé qui semblait attendre la moindre occasion pour déverser sur la ville ses premiers flocons de neige. Lauren Wills s'arrêta un instant devant un étal de bijoux pour examiner une paire de boucles d'oreilles en argent gravé. Un soupir lui échappa. Cette année, Noël allait être tellement triste. Bien qu'elle se trouvât au milieu d'une foule joyeuse, jamais elle ne s'était sentie aussi abattue et aussi seule, et aussi furieuse. Un frisson lui secoua les épaules, et elle se dirigea vers le petit bistrot de la place. Peut-être qu'une grande tasse de café arriverait à la remettre en forme. Installée dans un coin tranquille au fond de la salle, elle observa pensivement, par la fenêtre, la baie Elliot, au-dessus de laquelle planaient des mouettes dont les cris déchirants convenaient parfaitement à son humeur. Lauren, aussi, aurait voulu crier, crier après Joe. Pourquoi avait-il choisi précisément cette période pour traverser une crise existentielle? Ah, s'exclama-t-elle, bébé Joe se pose des questions. Lauren regarda autour d'elle pour vérifier que personne ne l'avait entendu, puis reprit ses récriminations. Comment avait-il pu lui faire une chose pareille, surtout à quelques semaines du bal du maire? Elle ne pourrait pas se rendre sans cavalier à l'événement mondain le plus couru de l'année. Quelle honte! La serveuse s'approcha de sa table et y déposa le double espresso qu'elle avait commandé en arrivant. Vous n'êtes pas déjà venu ici? Lui demanda-t-elle. Non, je ne pense pas, répondit Lauren. Tiens, c'est curieux. J'aurais juré vous connaître. Passez une bonne journée. Merci. La serveuse l'avait en effet certainement déjà vu, mais à la télévision, pendant le journal télévisé dont elle était la présentatrice vedette. Ce genre d'incident lui arrivait tout le temps. D'ordinaire, Lauren trouvait très excitant d'être reconnue. Cependant, aujourd'hui, cela ne l'amusait pas du tout. Aujourd'hui, la présentatrice vedette venait de se faire plaquer. D'un geste mécanique, la jeune femme tourna sa cuillère dans sa tasse pendant que ses pensées repartaient vers Joe, et vers Tania, et vers Joe emmenant Tania au bal du maire. Tout avait pourtant si bien commencé 3 ans plus tôt. Elle venait d'avoir 26 ans et préparait un reportage sur le défilé de mode d'un jeune styliste de Seattle. Joe était le mannequin qui présentait les sous-vêtements masculins. Avec ses cheveux décolorés par le soleil, son bronzage parfait, il ressemblait à un dieu de l'Olympe. Cette rencontre lui paraissait aujourd'hui si ancienne. Tania ne devait même pas être née à l'époque, songea-t-elle cyniquement. Terminant sa tasse, Lauren laissa quelques pièces sur la table et sortit. Le café n'avait pas eu l'effet escompté. La jeune femme prit le chemin de son appartement, ne s'arrêtant que pour reprendre son souffle et serrer son écharpe multicolore autour de son cou. Ils avaient tout de même formé un couple superbe, pensa-t-elle. Avec sa beauté brune, elle était le complément idéal de Joe. Il n'était évidemment pas un génie, mais cela convenait parfaitement à Lauren. Lui ne pensait qu'à faire la couverture de Vogue Homme, elle ne songeait qu'à l'avancement rapide de sa carrière, et tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que Tania entre en scène. Le mannequin vedette de 22 ans, à la beauté exotique, son âme sœur, comme disait Joe. Son âme sœur, vraiment. Très bien, avait-elle dit à Joe, lorsqu'il lui avait fait part de sa décision de rompre. Fais ce que tu veux, mais lorsque tu te rendras compte que tu as commis une erreur, ne viens pas pleurer dans mon giron. Ne t'en fais pas pour moi, Lauren, avait-il répondu. Inquiète-toi plutôt pour toi. Tu es si absorbé par ton travail que ta vie passe sans que tu t'en aperçoives. Tu ne peux pas vivre sans moi, et j'ai bien peur que jamais tu ne trouves quelqu'un pour me remplacer. La température de Lauren monta de quelques degrés à ce souvenir. Je ne peux pas vivre sans toi. Ah, murmura-t-elle entre ses dents. Quel crétin! Joyeux Noël! Ajouta-t-elle à l'adresse d'un passant qui la dévisageait avec surprise. Elle pouvait parfaitement vivre sans lui. Merci beaucoup. D'ailleurs, il allait bien voir. La seule chose qu'elle désirait maintenant, c'était une revanche éclatante, de préférence sous la forme d'un superbe cavalier
pour le bal du maire. Mais comment? Lorraine n'avait guère l'habitude de se trouver des chevaliers servants en 2 temps, 3 mouvements. Il me reste encore quelques semaines avant ce maudit bal, dit-elle à voix haute, et j'arriverai bien à mettre la main sur un homme de mon âge, aussi séduisant, sinon plus que Joe. Si seulement mon patron n'avait pas tant insisté pour que j'assiste à cet événement mondain, j'aurais pu me décommander et éviter ainsi bien des tracas. Tournant le coin de la rue, elle commença à envisager les solutions possibles. Tous les hommes qui travaillaient avec elle étaient mariés ou fiancés, sauf bien sûr ce stagiaire ambitieux de l'université de Washington. Mais Lorraine l'élimina aussitôt. Il lui fallait un homme au moins en âge de se raser. Qui d'autre pouvait remplir ce rôle, à part son père et son frère? Elle ne trouva personne. Son métier l'avait tellement absorbée ces dernières années qu'elle n'avait guère eu le temps de rencontrer de nouvelles personnes hormis Joe. Ce rat. Le rat. Le rat. Excusez-moi, mademoiselle Wills. Étonné, le gardien de l'immeuble regarda entrer la jeune femme qui parlait toute seule dans le hall. Oh, pas vous, Gordon. Je viens simplement de voir un rat dans une poubelle. Vraiment. Dans ce cas, je vais prévenir les services de dératisation de la mairie. Oh non, je puis me tromper. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je pense que cela devait être plutôt un chat. Ah bon? Répondit le concierge, un peu décontenancé. Bonne journée, reprit Lorraine, avant que la porte de l'ascenseur se referme sur elle. Bravo, songea-t-elle. Maintenant, mon concierge me prend pour une folle. Et tout cela à cause de cet abruti de Joe. Il faut vraiment que j'appelle Polly. C'est ma meilleure amie après tout, et elle aura certainement une idée pour me tirer d'affaire. L'ascenseur s'ouvrit enfin à son étage, et la jeune femme en sortit tout en marmonnant. Arrivée devant la porte de son appartement, elle posa son sac par terre et s'accroupit pour chercher sa clé. Tu vas voir, monsieur Hamster, je vais te river ton clou en me trouvant un type fantastique, et tu... Aïe! Sans comprendre ce qui lui arrivait, Lorraine se retrouva brusquement projetée en avant et s'étala sur son paillasson. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Quelqu'un s'agenouilla dans son dos et lui prit le bras. Je suis vraiment désolé, reprit la voix masculine. Je ne regardais pas où je marchais. J'avais pourtant entendu quelqu'un parler. J'aurais dû faire attention. Se retournant, Lorraine se trouva soudain face aux yeux verts les plus somptueux qu'il lui avait jamais été donné de voir. Pas des yeux d'un vert ordinaire, non. Des yeux émeraudes, lumineux, parsemés de paillettes d'or, et abrités par les cils noirs, lents et soyeux. Non, tout va bien, dit-elle, embarrassée. Je répétais un rôle, pour une pièce. Une pièce de théâtre qui se passe au Far West. J'apprends mes dialogues, vous comprenez? Une pièce de théâtre. Quelle absurdité était-elle en train de raconter à cet Apollon? Cela semble intéressant, dit l'inconnu. Il l'aida à se relever, mais au regard dont il l'enveloppa, le corps souple et élancé que l'imperméable de Lorraine ne parvenait pas à cacher, on devinait que quelque chose d'autre avait attisé sa curiosité. Je suis David Barclay, votre nouveau voisin, poursuivit-il. Je viens juste d'emménager en face de chez vous. Je suis vraiment confus pour cet incident. J'ai des soucis en ce moment et je me montre souvent distrait. J'allais sortir lorsque je vous ai entendu répéter. Je m'appelle Lorraine Mills, dit-elle. Elle prit la main qui lui tendait, et lorsque les doigts chauds et forts de son nouveau voisin se refermèrent sur les siens, un délicieux frisson lui parcourut le dos. Jamais un contact aussi ordinaire ne lui avait paru aussi troublant. D'ailleurs, jamais elle n'avait eu un voisin aussi troublant. Il devait mesurer au moins 1,90 m et d'épais cheveux d'un noir de jet encadrait le plus beau visage qu'elle avait jamais vu. Si cet homme était célibataire, alors c'est le ciel qui le lui envoyait. Maman. Oh, pardon, dit-elle en le lâchant. Bon, je crois que je devrais aller. Répétez. Excusez-moi, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Probablement dans le voisinage, non? Oui, bien sûr, cela doit être ça. Eh bien, je serais ravi de continuer à bavarder avec vous, mais je dois partir. Ma grand-mère m'attend, et les heures de visite à l'hôpital...
ont déjà commencé. À l'hôpital, rien de grave, j'espère. Non, plus maintenant, mais elle m'a fait peur, expliqua-t-il d'un air grave. Elle a eu une petite crise cardiaque. Dieu merci, son état s'est rapidement amélioré. Quoi qu'il en soit, cela m'a un peu perturbé. Et c'est vraisemblablement pour cela que je ne vous ai pas vu à l'instant. Je pensais à elle. Je suis content de savoir qu'elle va mieux, déclara Lorraine. Merci, vous bousculer a été un plaisir, déclara-t-il avec un sourire. Nouvelle poignée de main, nouveau frisson exquis le long du dos. Lorsque David retira ses doigts, il semblait lui aussi un peu secoué. Lorraine soupira d'aise. Si un contact aussi banal lui donnait une telle émotion, comment réagirait-elle en dansant avec lui toute une soirée? À bientôt, dit-il en se dirigeant vers l'ascenseur. Lorraine le regarda s'éloigner. Quelle silhouette! De longues jambes musclées, moulées par un jean délavé, des hanches étroites, le genre de carrure qui pouvait rendre intéressantes les compétitions de natation. Je deviens folle, songea-t-elle aussitôt. Je viens de rompre avec un petit ami que je voyais depuis 3 ans, et à peine 24 heures plus tard, je rêve de danser avec mon voisin de palier. Non, vraiment, je ne vais pas bien du tout. David Barclay sortit sa Jeep du parking souterrain de l'immeuble et s'engagea dans la rue. Dieu bénisse l'inventeur des 4 roues motrices, se dit-il. La neige commençait à tomber, et la route qui menait à Seagrove, la petite ville où vivait sa grand-mère, risquait de devenir rapidement périlleuse. Mais cela n'avait aucune importance. Elle avait besoin de lui, et il irait, quoi qu'il arrive. Jamais elle ne lui avait fait défaut de sa vie. Et David n'imaginait pas un instant manquer à sa parole de lui rendre visite. Pardon. Abigail Berkeley l'avait recueilli quand il avait 8 ans. Les parents de David s'étaient séparés après un divorce douloureux, et aucun d'eux n'avait vécu bien longtemps après cet épisode pénible. Sa grand-mère, lui, avait toujours dit que leur cœur brisé les avait tués, mais David savait bien ce qu'il en était réellement. La méchanceté dont ils avaient fait preuve l'un envers l'autre avait fini par les détruire. Aussitôt, Abigail avait pris la situation en main. Comme un sergent-chef, songea-t-il. Enfant, il n'était pas particulièrement difficile, mais comme tous les petits garçons, il demandait beaucoup d'attention. Heureusement, sa mamie était à la hauteur. Elle savait faire des câlins et des bisous, cuisiner les meilleurs gâteaux au chocolat du monde et donner un coup de main à la construction d'une cabane dans l'arbre du jardin. Qui aurait pu rivaliser avec celle de Robinson Crusoe? Elle savait aussi lui botter vigoureusement le train lorsqu'il faisait quelques bêtises avec les garnements du voisinage. David quitta bientôt la voie express et s'engagea sur la route sinueuse qui menait à l'hôpital de Seagrove. S'il conduisait aussi bien, c'était aussi grâce à sa grand-mère. Elle avait 65 ans lorsqu'elle lui avait donné sa première leçon de conduite. La neige tourbillonnait maintenant devant ses phares, un temps à ne pas mettre un chien dehors, pensa-t-il. Mais cela ne fit pas fléchir sa détermination. Il accomplissait ce trajet pour mamie, il aurait fait n'importe quoi pour elle. Elle l'avait encouragé maintes fois lorsqu'il étudiait le droit et qu'il perdait espoir de réussir ses examens. Le jour où il avait obtenu son diplôme d'avocat, personne n'avait été plus fier de lui que mamie. Mamie, solide comme le roc, invincible, jusqu'à ce que grand-père Berthe disparaisse. Bertrand Barclay avait été le grand amour de sa vie, et lorsqu'il était mort, quelque chose chez mamie semblait être mort avec lui. Abigail n'avait plus l'énergie inépuisable qui la caractérisait autrefois, bien que, à 80 ans, elle eût toujours l'ouverture d'esprit d'une femme 2 fois moins âgée qu'elle. Sa santé commençait à décliner, son cœur lui posait des problèmes depuis des années, et cela inquiétait profondément David. Au moins pouvait-il compter sur Rose. Rose Chesterton était l'infirmière d'Abigail, son chauffeur, sa cuisinière, sa confidente et son garde du corps. Personne, mieux qu'elle, ne pouvait s'occuper d'Abigail. Elle était presque aussi têtue qu'elle était grande, et elle était grande, très grande, plus grande que David, qui mesurait 1,88 m. Abigail répétait à qui voulait l'entendre qu'elle adorait vivre avec Rose.
depuis la mort de Berthe. Car si la maison prenait feu, Rose pourrait la sauver elle et le mobilier. David n'avait aucun doute là-dessus. Et il y avait aussi le voisin d'Abigail, le vieux docteur Homer Penwalt. Il avait déjà dépassé les 70 ans, roulait toujours à bicyclette et ne perdait jamais une occasion de conter fleurette à Abigail. Il avait par ailleurs un air très distingué, avec une épaisse toison blanche et une petite moustache qui lui donnait un air de Clark Gable sur le retour. Une épaisse couche de neige recouvrait le parking de l'hôpital lorsque David gara sa voiture. Il prit le bouquet acheté plus tôt à Seattle et sortit de sa Jeep. De nombreuses cartes postales, des corbeilles de fruits et des fleurs ornaient la chambre de sa grand-mère. Comme il le craignait, il y trouva Rose et Homer assis de chaque côté de son lit, occupés à regarder la télévision. Si Mamie attaquait sur son sujet préféré, à savoir la vie amoureuse de son petit-fils, elle trouverait en eux d'inestimables alliés. David Barclay, pour l'amour du ciel, comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici par un temps pareil s'exclama Rose en le voyant entrer. Bonjour, Rose, vous êtes superbe, comme d'habitude, dit-il en l'embrassant. Bonsoir, Homer, je suis content de vous voir. Bonsoir, mon garçon. Nous regardions justement la météo, répondit celui-ci en lui serrant la main. David, mon chéri, viens ici. La voix d'Abigail semblait parvenir d'une véritable jungle de fleurs et de feuillages. David se pencha vers elle et constata avec plaisir que son visage couronné de fins cheveux blancs semblait plus frais et reposé. Elle l'embrassa avec effusion et l'observa d'un œil critique. Tu es splendide, mon chéri. Assieds-toi près de moi et raconte-moi ce que tu deviens. Je vais très bien, mamie, rétorqua-t-il en s'installant au bord du lit. Et toi, tu as de meilleures couleurs que lors de ma dernière visite. Oui, je vais suffisamment bien pour te tirer les oreilles si tu ne manges pas correctement. Tu as un peu maigri. Te nourris-tu assez? Oui, mamie, je mange bien. 3 repas par jour. 3 repas. Encore faudrait-il savoir de quoi ils sont constitués. Fais-tu assez d'exercice? Je vais à mon club de sport presque tous les jours. C'est bien, mais ne te fatigue pas trop. David prit une expression accablée et Homer vint à son secours. Il a l'air en pleine forme, Abigail. Laisse-le donc tranquille. Alors, comment marchent tes affaires? As-tu le bon procès en perspective? Toujours la même chose. Divorce, pension alimentaire, garde d'enfants. C'est si triste, reprit Abigail. Tous ces pauvres gens qui mettent fin à leur couple. Pourquoi? Je n'arrive pas à le comprendre. Le mariage est pourtant ce qui peut arriver de plus heureux dans la vie, avec les enfants. À vrai dire, mamie, je crains que ce ne soit pas exactement le cas. Mes parents sont un exemple parfait. Cela ne compte pas, répliqua Abigail. Tes parents, paix à leurs âmes, étaient des gamins égoïstes. S'ils avaient vécu plus longtemps, ils auraient fini par comprendre. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut se donner la peine de faire des efforts. En ce qui me concerne, ajouta-t-elle, les yeux brillants, épouser ton grand-père a été la chose la plus sensée que j'ai jamais faite. Tu en es d'ailleurs la preuve vivante. Je sais, mamie, et j'en suis content. Je pense cependant que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Moi, par exemple, je suis très heureux tout seul, sans tous les ennuis qui accablent mes clients. Abigail, voyant que sa ruse avait échoué, prit une expression contrariée, et pendant un instant, on n'entendit plus dans la chambre que le bruit de la télévision. Tu sais, reprit Homer, pensif, je ne me suis jamais marié. L'occasion s'en est présentée une fois ou deux, mais je n'ai jamais franchi le Rubicon. À cause de la guerre, de mes études, mon travail, j'avais l'impression que ce n'était jamais le bon moment, un peu comme toi. Il sortit sa pipe de sa poche, mais se souvenant où il était, l'agita sans l'allumer. J'avais mon cabinet et mes amis, tu comprends? Un ou deux d'entre eux étaient des dames, certes, ajouta-t-il en baissant la voix, mais autant que je me souvienne, je n'ai jamais ressenti la nécessité du mariage. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette étincelle, ce coup de foudre, si tu préfères, jusqu'à ce que je rencontre ta grand-mère. Abigail s'agita dans son lit et ses joues rosirent brusquement. Hélas pour moi, reprit Homer, elle était déjà prise, et j'ai continué de vieillir avec l'impression que j'avais raté quelque chose de merveilleux. Et toi, mamie, demanda David, as-tu envie de renouer des liens matrimoniaux?
Nous ne parlons pas de moi, jeune homme, rétorqua la vieille dame rougissante. Alors n'essaie pas de détourner notre conversation. As-tu une fiancée en ce moment? En ce moment, non. David songea soudain à cette superbe jeune femme rencontrée un peu plus tôt dans son immeuble. En parlant d'étincelles, Homer devrait essayer de lui serrer la main. Enfin, elle n'était sans doute pas libre. Les femmes comme elle l'étaient rarement. Dans le cas contraire, cela signifiait généralement qu'elles avaient des problèmes qu'ils n'avaient pas du tout envie de régler. Pourtant, quelque chose s'était produit entre eux deux, et David savait qu'elle l'avait senti tout comme lui. Ses grands yeux bleus l'avaient trahi, ses yeux bleus si expressifs, ses jambes longues et minces, son corps élancé aux courbes voluptueuses et son charmant sourire lorsque David et sursauta brusquement. La température de la pièce semblait avoir soudain augmenté de plusieurs degrés. Que diable lui arrivait-il pour qu'il laisse ainsi libre cours à ses fantasmes devant Mamie et Homer? Excuse-moi, Mamie, que disais-tu? Abigail et le docteur Penthold échangèrent un regard plein de sous-entendus. Homer t'a demandé si tu voulais un verre d'eau. Tu es tout rouge. Oh non, merci. C'est gentil. Alors, mamie, quand va-t-on te laisser sortir de l'hôpital? Jamais assez tôt, répondit-elle. À mon âge, on n'a plus de temps à perdre. Ce qui explique, au passage, pourquoi je suis si impatiente de te voir te marier et fonder une famille. C'est vraiment ridicule que la seule famille que tu aies au monde soit une vieille grand-mère avec un pied dans la tombe. Une infirmière entra à cet instant avec le repas d'Abigail sur un plateau. La chambre se mit aussitôt à bourdonner d'une intense activité pendant que Rose s'agitait au-dessus du lit, dorlotant la vieille dame comme une enfant. Voilà, dit-elle enfin, tout est prêt. Abigail se pencha vers son repas et joignit les mains. Seigneur, merci pour cette nourriture, pour mes amis et bien sûr pour ma famille. Enfin, ce qu'il en reste. Prenez soin de mon petit-fils, ajouta-t-elle après un coup d'œil vers David. Seigneur, donnez-lui le bonheur d'avoir une famille lorsque je ne serai plus là. Amen. Amen, reprirent en chœur Rose et Homer. Et voilà, songea David, cet adorable démon a enfin réussi à me culpabiliser. Quelle heure est-il, Homer? Reprit-il. Je devrais peut-être ne pas tarder si je veux rentrer avant qu'on ne ferme les routes. Il est déjà 11 heures, répondit le vieux médecin. Rose, remets donc le son de la télévision pour que nous puissions regarder la météo, déclara Abigail, et que nous voyions si cette chute de neige est importante. Tout en attendant que le présentateur parle du temps, Abigail reprit la conversation là où l'arrivée de son repas l'avait interrompue. David, raconte-moi donc ce qui est arrivé à Mariette ou Margaret, enfin, cette fille que tu voyais. Martina, elle a trouvé un travail à New York. J'en déduis que tu ne la vois plus, en conclut Abigail. Non, mamie. David avait horreur de décevoir sa grand-mère, mais il devait bien admettre que le départ de Martina l'avait soulagé. Il ne se passait rien entre eux, pas d'étincelles, pas de coup de foudre. Ses pensées revinrent une fois encore à sa voisine, pendant qu'il revivait mentalement leur poignée de main. Comment un geste si simple avait-il pu lui faire battre le cœur si fort? Le courant qui était passé entre eux à ce moment-là aurait suffi à faire brûler une ampoule. Cela devait avoir un rapport avec sa voix, grave et sensuelle, délicieusement sexy. Qu'avait-elle dit? Ah oui, elle répétait son rôle pour une pièce de théâtre. Il devrait aller la voir lorsqu'elle jouerait, pour l'écouter plus longtemps. D'ailleurs, en se concentrant, il parvenait presque à l'entendre encore, comme si elle avait été dans la pièce avec eux. L'actualité de ce soir est dominée par la tempête de neige qui s'est abattue sur la région de Seattle, disait-elle. Nous en parlerons dans quelques instants. Il l'entendait ensuite parler de lessive. Ah non, ce n'était plus sa voix. Il s'agissait d'un film publicitaire. Décidément, mon vieux, tu commences à perdre la tête, se dit-il. David, écoute, s'exclama Abigail en lui secouant l'épaule. Elle parle de notre tempête. Je l'aime bien. C'est la meilleure journaliste de cette chaîne. Comment s'appelle l'autre femme qui présente les informations? N'est-ce pas Edna Edison? En tout cas, elle n'arrive pas à la cheville de Lauren Weiss. Lauren Weiss! Où avait-il déjà entendu ce nom? David leva les yeux et examina
examina l'écran avec attention. Seulement, cette voix sensuelle et sexy, ses yeux séducteurs. Mais c'est ma voisine!